Bien, mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous recevons aujourd'hui la société Radio France, représentée par Madame Nathalie Yanetta, directrice des sports. Madame, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation avec Cédric Roussel pour cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Notre mission s'intéresse de près à tous les modes de diffusion du sport, à la télévision comme à la radio. Recevoir Radio France était donc un passage obligé. Vous avez retransmis en 2021 les matchs de l'équipe de France durant l'Euro, ainsi que d'autres compétitions sportives majeures, à l'instar du Tour de France, que vous avez couvert dans son intégralité. On peut également citer les Jeux olympiques et paralympiques, qui ont connu des succès d'audience très importants cet été. Nous aimerions particulièrement vous entendre sur les grandes lignes de la diffusion du sport sur les antennes de Radio France et les tendances qui se dégagent en la matière depuis quelques années. Il me semble que le montant des droits d'accréditation demandés aux radios est en hausse. Cela pourrait être un point de vigilance pour la mission. Et sans plus attendre, je vous cède la parole pour un exposé d'une dizaine de minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec notre rapporteur Cédric Roussel. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci, monsieur le rapporteur, pour cette invitation. Effectivement, la notion de droit sportif entraîne une réelle complexité dans un monde et un système économique qui avait au départ une grande vertu, celui de financer le sport et de lui permettre de se développer. C'était un secteur qui avait très longtemps été sous-estimé en France, mais comme souvent, les belles idées arrivent à se pervertir en cours de trajet et au fil du temps. Alors on va parler autant que vous voulez, évidemment, de cette évolution. Je suis à votre disposition, mais c'est vrai qu'en tant que directrice des sports de Radio France, je pense que ce qui va nous occuper, c'est de poser un débat, peut-être pas philosophique, mais au moins sociétal et citoyen, sur la notion de définition du droit sportif versus le droit à l'information, le tout pour des radios et qui plus est des radios publiques, parce qu'on verra, j'imagine, qu'il y a des différences aussi entre le public et le privé. Comment est-ce qu'on va raconter le sport ? C'est aussi ça, une des questions qui nous occupe pour l'avenir, s'il devient systématiquement soumis à des droits d'acquisition. Quelle est la frontière entre le droit de diffusion et le droit à l'information ? Et ça, c'est un sujet fondamental que j'aimerais bien pouvoir évoquer avec vous. Est-ce qu'on va assister à la fin de l'information sportive pour ne plus jamais traiter le sport qu'au travers d'événements diffusés dont on est soit partenaire, soit détenteur de droits, ce qui pose aussi un problème de liberté d'information et de réalité pour aller chercher des informations et parfois les révéler. On sait que c'est toujours difficile quand on est partenaire d'un événement sportif, par exemple, et qu'il y a des sujets de corruption, des sujets de dopage. Comment est-ce qu'on peut parler de tout ça ? La vraie question, c'est est-ce que la privatisation du sport est inéluctable, y compris en radio ? Et comment les pouvoirs publics, en l'occurrence donc vous allez pouvoir réguler dans un contexte qui est mondialisé ? Et ça, c'est une question fondamentale aussi. Les droits sportifs ont, vous l'avez dit, explosé, y compris pour la radio. La France est aussi un îlot dans un contexte international et notamment européen très divers. Comment est-ce qu'on peut continuer de résister tout seul, petit village gaulois, dans une Europe où, y compris certaines radios publiques européennes, elles, acceptent de payer sans aucune réserve ? Comment est-ce que la France pourra résister ? Est-ce qu'elle doit résister d'ailleurs ? C'est évidemment les questions auxquelles on doit répondre, je pense, ce matin. Juste pour terminer ce propos liminaire avec un petit panorama des droits à la radio, la vérité c'est que c'est souvent les protagonistes eux-mêmes qui se tirent en premier une balle dans le pied. Ça a été le cas en 2002, par exemple, lorsqu'une radio a fait main basse sur une seule compétition en décidant d'acquérir la totalité des droits et de priver donc les autres d'une retransmission. C'était à l'époque le groupe RMC pour la Coupe du Monde 2022 en Corée et au Japon. Ça a été un précédent. Aujourd'hui, RMC participe avec d'autres radios dont je suis à la contestation d'une nécessité de payer systématiquement des droits, alors même qu'ils ont été les premiers à l'origine à
accepté non seulement de jouer le jeu, mais de le jouer encore plus que ce qu'on leur demandait. C'est aussi ce grand paradoxe qui va nous occuper pendant les années à venir réellement. Par ailleurs, il y a des compétitions d'autres sports qui sont montés au créneau pour pouvoir être financés. Je pense au championnat du monde de hand, par exemple. En 2015, au Qatar, le comité d'organisation avait demandé à faire payer le droit de diffuser, même en radio, ce championnat du monde. 2 ans plus tard, la France a organisé le championnat du monde. Et là, la Fédération française de hand a choisi de ne pas faire payer. Donc il y a quand même une volonté politique qui peut, on le voit, agir et contrecarrer une tendance à la hausse permanente. Allez, la parole est à Cédric Roussel. On va faire un question-réponse. Ça y est, c'est du tennis. Alors, on va commencer donc la partie d'échange. Déjà, merci de venir pour nous éclairer sur une partie qui n'est pas forcément connue, notamment une monétisation des droits que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, pour tout vous dire. C'est pour ça que ça s'appelle Mission d'information, d'ailleurs. Donc, vous savez, c'est déjà pour éclairer la représentation nationale sur tous les enjeux, et en l'occurrence ici un enjeu économique, mais j'ai envie de dire, à vous écouter sur votre dernière intervention, on avait parlé hier, notamment avec le sénateur Assouline et puis bien d'autres, sur l'actualisation éventuelle, en tout cas les réflexions sur le fameux décret donc, d'événements d'importance majeure. Est-ce que, à vous entendre, il va falloir protéger aussi je dirais que la radiodiffusion, et est-ce qu'il y a un risque en cela? Est-ce que, notamment, il y a une réflexion qui irait peut-être dans le sens d'être vigilant? C'est une vraie question. Par ailleurs, il y a un contexte de concentration médiatique aussi qui intervient. Je m'explique. On a dû s'acquitter, par exemple, il y a 15 jours, auprès de l'UEFA, de droits pour les retransmissions des 2 matchs de Ligue des Nations, du tournoi final, au motif que l'UEFA considère que c'est un tournoi avec une phase finale et que, comme toutes les phases finales, elle sera donc soumise à des droits. Nous avons donc choisi de payer pour pouvoir couvrir l'équipe de France. Bon, pour le coup, on était assez contents du résultat par ailleurs sportivement, mais pour vous donner un exemple, nos confrères d'RTL n'ont pas été soumis à ces droits. Pourquoi? Parce qu'ils sont adossés à M6, qui était détenteur de droits de télévision. Ce qui pose un vrai problème en termes d'équité et de concurrence. Est-ce que les droits télé, les droits radio sont différenciés? Et il faut qu'ils continuent de l'être. Par ailleurs, en tout cas, ça, c'est ma conviction, parce qu'il ne s'agit absolument pas des mêmes enjeux. La télévision dont je suis issue, la télévision privée par ailleurs, celle qui a le plus, d'une certaine manière, acquis de droits, celle de Canal+, dans les années 90 et 2000, moi, j'ai jamais été choquée qu'on fasse payer des abonnés pour suivre des spectacles sportifs. Par ailleurs, lorsque vous et nous allons tous au stade, quel que soit le sport que nous allons voir, nous payons notre place. Le sujet n'est pas là. Le sujet est, est-ce que la radio est soumise à la même, répond aux mêmes obligations que la télévision? Est-ce que la radio, lorsqu'elle couvre un événement sportif, fait un spectacle ou pas, ou elle fait de l'information? La réalité, c'est que la télévision fait un spectacle. La télévision se rémunère avec ce spectacle, soit lorsqu'elle est une télévision payante par des abonnements, soit lorsqu'elle est une télévision en clair, avec des spots publicitaires qui augmentent au fur et à mesure que la compétition avance et que l'enjeu devient plus grand. Les radios ne bénéficient pas d'un retour, d'une certaine manière, sur investissement, si on veut parler avec un langage de business. Et pour autant, elle doit informer ses auditeurs, leur permettre de suivre une course, une compétition, un championnat du monde, et donc peut-être que protéger d'une certaine manière certains événements, comme il y a le décret pour mettre en clair, en tout cas, ou à la disposition du plus grand nombre des spectacles sportifs, pourquoi est-ce que la radio pourrait, elle, ne pas bénéficier de certaines compétitions protégées?
que là, le décret de 2004, on est bien d'accord, c'est sur les services de diffusion à la télévision, Oui. ne concerne pas du tout les radios. Ce que vous dites, c'est que M6 est détenteur des droits pour la diffusion des phases finales de la Ligue des Nations, et que donc elle a pu en faire profiter Bien sûr. du fait de l'appartenance au même groupe Absolument. média, la radio RTL. RTL, c'est ça? RMC, Europe 1 et Radio France, eux, ont été soumis à des droits à s'acquitter individuellement. D'accord. C'est un phénomène assez nouveau ou aujourd'hui vous voyez quand même qu'il C'est prend de l'ampleur? un phénomène nouveau parce que la concentration médiatique est aussi nouvelle. Aujourd'hui, on voit bien que sont en train de se constituer des très très gros groupes. Il y a de fortes chances que dans les mois qui viennent, Europe 1, par exemple, bénéficie des droits de Canal+, puisqu'ils appartiennent désormais quasiment au même groupe. Est-ce que la question d'après, c'est du coup, est-ce que vous voulez vous associer avec France Télévisions? Je crois encore une fois que non. Je crois que la radio doit conserver sa spécificité et son indépendance. Est-ce que pour autant des synergies ne peuvent pas avoir lieu? C'est autre chose. Mais sur l'acquisition de droits, réellement, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Nous ne travaillons pas de la même manière, nous ne racontons pas le sport de la même manière et nous n'offrons pas la même chose aux téléspectateurs lorsqu'ils regardent une diffusion sportive ou aux auditeurs lorsqu'ils le consomment à la radio. Justement, vous parlez d'une spécificité. Est-ce qu'on peut être éclairé sur un peu les grandes masses, les grandes données générationnelles, voire géographiques ou sociologiques, si vous en avez, pour comprendre donc cette peut-être complémentarité dont vous parlez? Alors, je n'ai pas les données générationnelles. On sait qui consomme la radio. C'est des gens qui consomment encore de la télévision. Donc, pas forcément des très très jeunes générations. Mais la jeune génération, elle est en train de revenir au son parce qu'elle est née dans l'image. Donc, elle est en train de se réapproprier le son à travers notamment les podcasts. Ils sont de très gros consommateurs de podcasts et c'est un très belle ouverture pour raconter le sport aussi, ce genre de support, parce que c'est des formats très longs, parce que évidemment en radio, sur du flux, et encore plus sur des radios généralistes, on ne peut pas faire. Mais pour autant, nous, par exemple, Radio France, c'est une rédaction nationale, plus 44 sportifs en local qui font vivre chaque semaine le sport dans leur région, avec une proximité absolue et totale, avec une diversité aussi, puisqu'ils ne sont pas soumis évidemment à des contraintes, on va dire, d'audience. Donc, ils vont couvrir exactement de la même manière les clubs de hand, de volley, que leurs clubs de Ligue 1 s'ils en ont un, ou de Top 14 s'ils en ont un. Cette diversité-là, cet accès-là au sport dans toute sa diversité, il est important. Après, il y a une notion qui est très différente des droits de diffusion, qui est le partenariat. Parfois, il faut payer parce que c'est un acte militant pour développer un sport. Je m'explique. Nous sommes partenaires du Tour de France depuis des années. Et cette année, nous allons donc être aussi partenaires du Tour de France féminin. Sans le partenariat, le Tour de France féminin, il ne va pas avoir 4, 5, 10, 15 éditions. Pourquoi il n'y a pas eu de Tour de France féminin jusqu'ici? Parce qu'il n'y a pas de modèle économique. C'est pas parce que les sportives et les cyclistes sportifs sont moins considérés que les sportifs et cyclistes masculins. C'est parce que le modèle économique n'existe pas. Christian Prudhomme fait un pari en se disant on va faire un tour féminin, mais il l'adosse à quoi? À un partenaire. On dit le Tour de France pour les garçons, on ne dit pas le Tour de France je sais pas quoi. Pour les filles, c'est le Tour de France Zwift, parce qu'on est obligé de financer ce sport. Et nous avons pris le pari d'accompagner le Tour de France féminin parce que là, c'est un acte militant. Il y a des moments où il faut payer le sport pour qu'il puisse se développer. Plus vous le payez, plus vous l'exposez. C'est probablement l'un des seuls endroits où en économie les fronts sont inversés. C'est l'offre qui fait la demande. C'est-à-dire plus vous proposez à des gens du sport dit de niche ou du sport féminin ou des sports moins exposés, plus ils vont le regarder. Ils ne vont pas, en revanche, faire une demande en disant « je ne comprends pas, je voudrais voir du volley, je voudrais voir du hand féminin et je ne le vois pas ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. TF1, par exemple, quand ils font le pari de la Coupe du Monde de diffusion, de la Coupe du Monde de football des femmes en France en 2019, fait des scores d'audience remarquables sur l'équipe de France. Remarquables, quasi équivalents aux garçons.
il n'y a jamais eu de demande des téléspectateurs de TF1 de voir des matchs de foot féminin de l'équipe de France. Pour autant, quand on leur propose, ils le regardent. Donc il y a aussi un financement du sport qu'il faut regarder. Et c'est là où c'est difficile, parce qu'il va falloir rentrer dans une forme de subtilité de est-ce que je dois payer l'UEFA pour la Ligue des Nations? Est-ce que je dois payer le Tour de France cycliste féminin pour le diffuser? J'ai tendance à répondre oui à la deuxième question et non à la première. C'est intéressant parce qu'on va profiter de vos multiples expériences justement, et on va aller sur le sujet si vous le voulez bien, mais du sport féminin, puisque cette mission qui part, je le répète, mais Mediapro est un révélateur donc d'une télédépendance du monde du football masculin, avec donc un particularisme, c'est qu'il concerne la représentation nationale et les pouvoirs publics, dans le sens où les droits TV, par la mécanique de la taxe Buffet, financent, et donc les droits du foot financent, j'ai envie de dire, l'intégralité, en tout cas les sports amateurs. Donc ce qu'on cherche aussi, bien sûr, au travers de cette mission, c'est conforter le financement du sport, qui participe nécessairement à son rayonnement aussi, que ce soit donc dans notre propre pays, mais aussi dans sa compétitivité. Donc on voit aussi qu'il y a quand même des axes, pour le coup politiques, je dirais, associés à cela, en tout cas qu'on doit rappeler, et le développement du sport féminin comme effectivement l'exposition de davantage de sports et d'handisport donc en est un. Pourquoi? Parce que derrière il y a des enjeux plus politiques, de santé publique, ne serait-ce que ça, puisqu'il y en a d'autres bien sûr en termes de développement de valeur. Donc on réfléchit effectivement nécessairement donc aux stratégies audiovisuelles de tous les sports. Et effectivement, le foot est un particularisme. Mais du coup, on avait hier une discussion, et on a eu ces discussions-là aussi, il y a certains sports, certaines fédérations qui ont fait le choix, notamment pour des disciplines féminines, d'avoir une stratégie avec alors je parle de télévision, hein, avec donc un acteur payant, pour pouvoir justement donc commencer à monétiser cette variable-là, et pour réfléchir aussi, j'ai envie de dire, à un certain modèle bien spécifique pour une forme d'autonomie, j'ai envie de dire, du financement du sport féminin, qui aujourd'hui, on peut le dire, subventionné, que ce soit par peut-être le sport masculin qui subventionne. Donc si on va un peu plus loin, si vous pouvez juste nous éclairer sur, vous l'avez dit, sur... alors, vous parliez là de l'exposition en clair. C'est le choix de Radio France d'exposer en clair le Tour de France féminin. Mais cette exposition, est-ce que... alors, je crois que ça va être un premier partenariat. Donc, je suppose que ce partenariat amène donc une ressource économique pour, en l'occurrence, donc l'exposition... parce que j'ai pas compris, c'est le Tour de France. Du coup, il y a un nom associé à ce Tour de France-là, c'est ça? Ouais. Ils ont un partenaire sponsor, ce que n'a pas le Tour de France masculin. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a vous, est-ce qu'il y a d'autres particularismes que vous voyez dans le développement du sport féminin, parce que peut-être qu'effectivement, nous, avec notre prisme, alors je dis nous, pas nous, parce que nous sommes des hommes, mais tout simplement qu'on a beaucoup étudié et évalué notamment le modèle économique de sport masculin. Est-ce qu'il y a des particularismes, et on a peut-être tendance à copier-coller ou dupliquer un modèle qui... et puis voilà, c'est juste pour évoquer ce sujet-là. Alors on a assez peu de recul pour le coup sur le financement du sport pratiqué par les femmes, parce que j'ai un peu de mal avec le sport féminin. Le sport, il est le sport, donc pratiqué par des hommes ou par des femmes, par des valides ou des handicapés, c'est du sport. Le vrai sujet, c'est, puisqu'on parle de dupliquer un modèle, on va prendre un exemple très précis, par exemple, qui parle à tout le monde. En 1984, Canal+ arrive sur le marché de la télévision payante, c'est inédit en France, et décide de miser sur le feuilleton du championnat de France, qu'on ne voyait nulle part, en intégralité, jamais. Il y avait des extraits sur les... À l'époque, c'était Antenne 2, TF1, mais c'est tout. Il n'y avait pas de feuilleton retransmis de manière pérenne toutes les semaines et sur tous les stades surtout. Canal+ a donc participé au développement du football et de la Ligue 1 en particulier, et donc des autres footballs, puisque mécaniquement, vous le rappeliez, il y a une forme de
de ruissellement dont on peut parler par ailleurs, mais en tout cas, ça existe, la solidarité sur le financement du sport masculin. Elle a fait la même chose, Canal, avec le Top 14. Exactement la même chose, en changeant y compris le format d'une compétition, en intervenant sur le nombre de clubs qui devaient y participer. Je suis suffisamment vieille pour avoir connu le top 16, qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'on a considéré que c'était mieux qu'il soit à 14 pour un championnat plus dynamique, plus resserré, avec des équipes de meilleure qualité, etc. Ce modèle-là, il a marché. Il a marché. Parce que réellement, le football français doit beaucoup au financement d'une télévision payante comme Canal+, qui lui a permis de se développer. Le vrai sujet n'est pas le financement par la télévision. Le vrai sujet est la seule ressource par la télévision. Le vrai sujet est du côté, des clubs et des ligues qui ont considéré qu'une fois qu'ils avaient cette manne financière, ça les épargnait de réflexion sur leur modèle économique. Lorsque la Bundesliga passe de 400 à 800 millions d'euros par an, il y a une dizaine d'années à peu près en droit télé, le doublement n'est pas virtuel, il est réel. Pourquoi ? Parce qu'au départ, les Allemands se disent on n'a qu'un seul diffuseur, donc on laisse tomber, de toute façon, l'argent ne proviendra pas des droits télé, puisqu'il n'y a pas de concurrence. Donc il nous faut développer notre modèle, nos infrastructures, notre rentabilité, en changeant de modèle à l'intérieur de nos clubs. Ils commencent à rénover leur stade, ils mettent le paquet sur la formation, ils ouvrent en termes de billetterie à des publics extrêmement familiaux, avec des horaires très particuliers pour pouvoir remplir leur stade et produire un spectacle attractif. Le spectacle devient attractif. Mécaniquement, d'autres diffuseurs, que Sky, de mémoire, qui était le seul détenteur de droits, s'intéressent du coup à ce produit en se disant mais finalement c'est pas mal, il y a du spectacle, il y a de l'ambiance, on passe de très très bons moments, et donc monte sur les droits télé à ce moment-là. C'est-à-dire la concurrence, elle était réelle, elle ne s'est pas fondée sur une forme de spéculation. Le problème du football français, c'est qu'il a voulu mettre une valeur qu'il n'a pas. Pas encore, en tout cas, peut-être qu'il l'aura et je lui souhaite un jour, mais la chose s'est faite à l'envers. Donc mécaniquement, les droits en Allemagne, ils ne vont pas baisser. Sauf si demain, le spectacle baisse et la qualité baisse. Mais ce n'est pas parti pour. Les Latins, en général, et je mets la Liga et la Serie A dans le même panier, ont eu l'argent facile, en fait. Voilà. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que le financement par des droits télévisés est négatif. Non, puisque sans ces droits télévisés, le football ne grandirait pas non plus. Donc le football féminin, le sport féminin en général, subventionné, vous avez dit, d'une certaine manière, c'est normal. Il faut mettre le paquet, et des partenaires privés ainsi que les pouvoirs publics jouent leur rôle en investissant massivement dans des compétitions jouées par des femmes. C'est comme ça que les compétitions mécaniquement deviendront plus attractives, que de plus en plus de jeunes femmes auront envie de pratiquer tel ou tel sport, et que donc le cercle sera vertueux, à une condition, c'est que la subvention et l'investissement ne deviennent pas à terme ce qui pend au nez et ce qui a pendu au nez d'une certaine manière d'un certain nombre d'autres sports dits masculins, qui s'appellent de la perfusion. Je passe la parole à Belkir Belhaddad pour une question. Juste votre micro. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour à vous. Juste pour prolonger la réflexion engagée par Cédric Roussel sur les modèles économiques, vous nous avez parlé, pour faire le parallèle avec justement la diffusion des rencontres au niveau des sports féminins. Sur le sport masculin, on distingue bien deux modèles. Vous nous avez parlé énormément de ce qui marchait, même s'il y a une question importante quant à la valorisation du championnat en lui-même par rapport à d'autres.
mais on distingue bien le rugby, le foot, qui sont financés essentiellement par du privé, dont les droits télé, et fortement depuis ces 10-15 dernières années. Et puis, de l'autre côté, les BHV, le basket, le handball, qui sont principalement financés par des subventions. Dans le volley, c'est jusqu'à 80%. Est-ce qu'on peut faire ce distinguo et ce parallèle également et engager cette réflexion de la même manière et avoir la même approche quant au sport féminin? Ça peut marcher quelquefois aussi, y compris pour des modèles qui peuvent être considérés comme étant fragiles et subventionnés principalement par des subventions. Le club de Metz Handball, qui est un des meilleurs clubs au monde, et club européen qui joue d'ailleurs Győr, le champion d'Europe, vice-champion d'Europe. Et on voit bien l'affluence, c'est Bein qui retransmet depuis plusieurs années, sauf cette année. Et on voit bien la dynamique qu'il y a derrière et que ça peut fonctionner, y compris pour ces sports un peu moins regardés et sur lesquels on porte moins d'attention. C'est en ça qu'à mon sens, le service public a un rôle encore plus important à jouer. C'est-à-dire que nous, on parle de tous les sports. On a dû couvrir, je pense, 44 sports tout au long de l'année qui s'est écoulée. Les audiences, elles sont massives quand même sur la radio publique. Elsa me disait, c'est 15 millions d'auditeurs par jour. Donc l'accès à l'information sportive, l'accès à l'exploit sportif raconté par les journalistes de sport, il est extrêmement important pour la médiatisation et donc la notoriété de tous les sports, surtout les sports qui sont le moins médiatisés à la télévision. Le sport, c'est pas que de l'image. Le sport, c'est aussi des histoires, c'est aussi des exploits, c'est des choses qui peuvent s'écouter, se raconter. Et je vous invite à écouter des podcasts qui racontent le sport. Vous avez les images et elles sont presque encore plus belles parce que c'est celles que vous vous faites en écoutant tout ça. La vraie question sur le modèle économique français, il est sur qu'est-ce qu'on laisse en termes de droit à l'information et donc au récit sportif, et qu'est-ce qu'on, entre guillemets, on privatise et dans quel intérêt. Ça pourrait être, par exemple, je reprends cet exemple du Tour de France parce que pour moi, il est vraiment fondamental. Ça pourrait être choquant que le Tour de France des filles soit sponsorisé et pas celui des garçons. La vérité, c'est que celui des garçons, il l'est de manière ultra massive, avec des partenaires ultra puissants qui mettent beaucoup d'argent pendant le Tour de France et qui permettent au Tour de France de vivre. Par ailleurs, il y a une grosse partie subvention, puisque les élus locaux, quand on accueille une étape du Tour, c'est aussi ce mixte-là qu'il va falloir trouver pour le modèle féminin. Mais si vous racontez à la radio, quand vous êtes dans votre voiture, que vous écoutez le Tour de France pendant 3 semaines pour les garçons, et que le 24 juillet, vous allez vous brancher pour l'étape finale qui est l'arrivée sur les Champs-Élysées pour les hommes, et qui coïncide avec le départ depuis les Champs-Élysées du Tour de France des femmes qui vont avoir 8 étapes. Évidemment, le tour, il est moins long. On ne peut pas faire le même tour quand on est des hommes et quand on est des femmes, en tout cas sur une durée aussi longue pour le moment. Mais si vous écoutez cette journée-là, vous allez percevoir une différence entre les hommes et les femmes? Non, vous ne la percevrez pas. L'égalité, elle va s'acquérir aussi par une forme de traitement équitable de ces sports-là. Et objectivement, pour le coup, mes petits camarades de France Télé jouent le jeu parce qu'ils vont faire 2h30 de direct aussi par jour du Tour. Alors évidemment, c'est moins que le Tour des garçons où on prend l'antenne à 10h et ils la rendent à la fin de l'arrivée au village d'arrivée. Mais c'est un début qui est nécessaire. Plus nous allons entendre parler de ces jeunes femmes, plus nous risquons, et nous avons la chance peut-être de nous rapprocher d'un modèle qui n'est pas loin de nous. Il suffit d'aller aux Pays-Bas. Voyez les performances des cyclistes, qu'ils soient masculins ou féminins, dans toutes les catégories, des Néerlandais et des Néerlandaises qui marchent sur le monde depuis un petit moment, parce que c'est un modèle qui est vécu au quotidien, certes,
dans leur vie depuis l'enfance, mais pas seulement parce qu'ils sont habitués à entendre les exploits qu'on leur raconte de leurs cyclistes masculins, de leurs cyclistes féminines, au même titre qu'on parle de l'Ajax et qu'on va parler des autres sports. Donc la médiatisation, c'est la notoriété. La notoriété, c'est le début de la monétisation. Individuellement pour les sportifs, et donc les sportives, qui sont évidemment beaucoup plus précaires que leurs petits camarades, quels que soient les sports qu'elles pratiquent, et d'une certaine manière aussi pour les auditeurs et les téléspectateurs, le fait de voir des grands événements, le fait d'entendre, de découvrir des nouveaux talents, on le sait tous que c'est comme ça qu'on demande à son père ou à sa mère de s'inscrire dans telle ou telle fédération et donc de participer du financement du sport français, parce que le financement, c'est la licence, c'est le club. C'est indispensable d'aller au club. Le club, c'est le 3e endroit où on est éduqué dans ce pays, après l'école et la maison. Et si on perd des licenciés, on perd plus qu'un modèle sportif qui va se déliter, on perd un endroit fondamental où acquérir des valeurs essentielles au fait de devenir adulte et de vivre ensemble. C'est un enjeu de société, très fort. Alors, oui, c'était... Après. Ok. Juste, je reviens sur l'aspect coût. L'aspect coût, puisque vous disiez que donc les droits d'accréditation demandés aux radios par les organisateurs sont en hausse. En tout cas, alors malgré un principe de gratuité normalement qui était consacré, enfin un principe, on va dire peut-être, en France, je parle, en France. Parce que vous citiez l'exemple d'une fédération de handball qui, pour l'organisation du championnat, alors je ne sais plus quel championnat. C'était le championnat du monde au Qatar en 2015. Le comité d'organisation et la Fédération internationale de hand avaient demandé des droits de diffusion pour tout le monde, y compris pour les radios. Parce que la France, quand elle l'a organisé 2 ans plus tard, n'a pas voulu. Ils vous le demandent pour la Coupe du Monde au Qatar de football de 2022 ou pas? Non, sans blague. Je vais défendre mon budget cet après-midi, autant vous dire que là, celui-là, je l'ai bien... Je vais vous donner un exemple très simple. Je me suis plongée, évidemment, dans l'augmentation des droits. En 2010, pour faire la Coupe du Monde en Afrique du Sud, en gros, le budget, c'était entre 200 et 250 000 euros. Moi, je vais essayer de défendre un budget à 600 000 euros au Qatar, là. Tout augmente. Et les droits augmentent mécaniquement. Le problème, c'est que je ne paye pas que la Coupe du Monde de foot. Le problème, c'est que je vais payer l'Euro féminin cet été aussi. Le problème, c'est que je vais payer la finale de la Ligue des Champions si le Paris Saint-Germain, par exemple, accède à la finale. Le problème, c'est que je paye certains championnats du monde de cyclisme aussi parce qu'ils ont raison. Ils se disent, il n'y a pas de raison. Pourquoi ils paieraient le foot, qui pour le coup a de nombreuses ressources, et nous, on ne serait pas rémunérés. On paye des partenariats aussi pour pouvoir développer certains sports et pour pouvoir les couvrir. Donc, moi, j'ai une ligne de droits sportifs qui est en augmentation, mais de manière exponentielle. Le problème, c'est que quand je discute à l'UER avec mes petits camarades européens, la BBC, elle paye. ARD, il paye. La RAI, il paye. La culture sportive dans les autres pays est telle que c'est, entre guillemets, rentable. Et par ailleurs, pardon, mais la France est le pays où la redevance est la plus faible. Parenthèse fermée. Mes petits camarades de l'ARD ont des moyens colossaux, juste via la redevance. Bon, donc ça doit quand même avoir un lien en termes de possibilités et de... Moi, à un moment donné, mon vrai sujet, il est là. Mon vrai sujet, c'est que je me dis, mais du coup, on a une mission de service public à travers Paris 2024 pour faire plus de place au sport dans les médias, pour en parler davantage, et de tous les sports, pas seulement du football, qui est le sport numéro 1 et planétaire. Mais il y a un moment, si ça continue d'exploser comme ça, je vais devoir arbitrer, je vais devoir faire des choix, parce que mon enveloppe budgétaire, elle va dans l'autre sens que celui de l'augmentation. Donc ça veut dire que je vais arbitrer et trancher avec quoi ? Je vais trancher en faveur des petits sports en me disant c'est mon rôle de service public, ok, pas de problème. Mais du coup, en termes de concurrence avec mes petits camarades, qui eux vont continuer à diffuser le sport massif numéro 1 qui suscite le plus d'écoute et donc d'audience, c'est-à-dire le foot, je fais comment ? Il y a une dichotomie à laquelle moi, je commence à me confronter en me disant, là, à très court terme en plus, objectivement, on va avoir un problème.
Oui, c'était en fait le but de ma question, mais si on peut avoir, donc vous disiez donc le budget de retransmission, votre budget que vous êtes en train de négocier âprement, donc explose, est en croissance. Est-ce que c'est tous les sports? Est-ce qu'il y a, parce que le sujet ici qui de départ était Mediapro avec qui avait provoqué une inflation des droits pour le coup donc de notre championnat de L1, bon, une bulle qui s'est malheureusement qui a éclaté assez rapidement. Mais est-ce que c'est tous les sports, cette hausse et cette inflation des droits des compétitions? Est-ce que c'est tous les sports qui sont concernés? Oui, c'est tous les sports. Mais je vous parlais de mon arbitrage, le fait que je redoutais un arbitrage. Comme c'est tous les sports, les diffuseurs choisissent. Vous parliez de beIN tout à l'heure, qui a arrêté son contrat avec le hand, féminin en l'occurrence. Ils ont arrêté, voilà. Ils sont allés au terme de leur contrat, il n'y avait pas de souci, ils ont respecté. Mais à un moment donné, quand vous avez un catalogue de droits qui augmente partout, sur les championnats étrangers, le championnat domestique, les grandes compétitions internationales, à un moment, vous ne pouvez plus tout faire. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on doit arbitrer, et donc on arbitre en vertu de quoi? En vertu d'un militantisme qui dit, tant pis, nous, on décide de privilégier les sports dits de niche pour des raisons politiques et d'engagement. Mais il ne faut pas se mentir, on est dans un domaine concurrentiel. Moi, je n'ai pas envie de perdre une place de leader sur le marché des radios avec mes auditeurs. J'ai pas envie. J'ai envie de continuer de leur offrir ces sports dont peu de radios parlent, parce que c'est aussi ce qui fait la spécificité et l'audience de Radio France. France Inter, si je leur parle que de la Ligue 1 ou de la Ligue des Champions, ça ne les intéresse pas. En revanche, si je leur parle de portraits de très grandes athlètes féminines, si on retransmet les Jeux paralympiques, ils l'ont pris quasiment en direct tout le temps, dans tous les rendez-vous, c'est ça qui intéresse aussi les auditeurs d'Inter. Mais moi, j'ai les auditeurs de Bleu et les auditeurs de France Info qui veulent l'actu, l'info, l'immédiateté, l'événement, et qui ont envie de suivre le match de l'équipe de France, savoir où ils en sont, que ce soit en foot, en rugby, etc. Donc moi, je dois tout payer sur tous les fronts, parce que ma mission de service public, c'est d'être le plus exhaustif possible. Mais avec une enveloppe contrainte et des droits qui en parallèle augmentent et qui sont hors de contrôle en termes de régulation. Vous ne contrôlez pas, vous ne pouvez pas pour le moment, vous ne régulez pas pour le moment ces lignes de droit sur les radios. Donc elles sont hors de contrôle. C'est-à-dire que c'est du gré à gré d'une certaine manière. Je discute avec l'UEFA pour savoir, alors cette finale de Ligue des Nations, ça va me coûter combien? On en est là, vraiment. On ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas. Pour autant, moi, encore une fois, je le répète, je n'ai aucun problème avec le fait que des diffuseurs financent le sport. C'est non seulement indispensable, mais par ailleurs, même en termes, encore une fois, d'équité de consommation, un spectateur qui va au stade, il paye sa place. Donc regarder un spectacle sportif, ce n'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent. En termes de production, en termes de rentabilité, ça coûte de l'argent. Donc c'est pas une question de le sport doit être gratuit. Le sujet n'est pas là. Le sport n'est pas gratuit parce que la vie, elle n'est pas gratuite par ailleurs. Mais si demain, on commence à faire payer tous les droits aux radios, moi, il y a un truc qui va m'interpeller, c'est que du coup, ça voudrait dire que le sport n'est plus de l'information. C'est que le sport devient un produit. Est-ce qu'on va faire payer, par exemple, le festival de Cannes aux radios? Non. Est-ce qu'on va faire payer, par exemple, un jour, le débat de l'entre-deux tours d'une présidentielle? On peut pousser le curseur de plus en plus loin. Si le sport n'est plus de l'information, on court à la catastrophe. Pour le monde du sport, pour le monde médiatique et pour les consommateurs, pratiquants, etc. On court à la catastrophe. Juste, Festival de Cannes, c'est en clair, mais les films qui sont projetés au Festival de Cannes, ils sont pas... L'événement lui-même, le tapis rouge, etc., il est accessible à tout le monde. Il appartient à un diffuseur. Mais pour autant, il n'est pas encrypté quand on veut le regarder. Donc il y a aussi un moment donné où la notion d'information, c'est celle que je défends devant vous aujourd'hui. Nous avons une mission d'information, les radios, qui plus est la radio publique. Le problème, c'est que je ne pourrais pas assurer cette mission d'information sur l'intégralité des grandes compétitions internationales si,
À chaque fois qu'il y a une phase finale, on va l'appeler comme ça, il faudra payer. Il y a un moment, il va falloir que des arbitrages soient faits. Alors, les craintes, on a compris, enfin les craintes, oui, vos craintes quant aux prochaines compétitions et le risque de ne pas avoir les moyens pour Radio France de financer, d'avoir le budget pour. C'est le Qatar dont vous êtes en négociation. Il y a d'autres compétitions, de sports où vous commencez donc à arbitrer, j'ai envie de dire, négativement pour le sport en général? Pour le moment, je n'ai pas encore arbitré de manière négative, hein, mais fondamentalement, ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Il y a peut-être des compétitions où je n'enverrai pas de journalistes. Ça ne veut pas dire qu'on ne les traitera pas dans les journaux, mais ça sera un résultat. Le sport, c'est pas que un résultat non plus. Vous parliez d'une source de financement qui est la redevance. On a le sujet aussi de soutien aux acteurs publics audiovisuels, justement pour qu'ils soient aussi participent à la compétition de l'acquisition des droits, et notamment avec une proposition qui fait débat régulièrement sur la publicité après 20 heures sur donc les chaînes publiques pendant les retransmissions donc sportives. Juste pour comprendre et pour nous éclairer sur cet aspect-là des choses et peut-être les évolutions, je ne sais pas. Alors nous, on n'a pas de publicité au sens les pages de pub des radios privées, bien sûr. Bon, il y en a, mais elle est très très régulée. Mais il m'arrive de faire sponsoriser, par exemple, certains programmes. C'est un moyen de pouvoir garantir la retransmission ou bien le programme consacré au sport, oui. Mais c'est vraiment dans des sommes et des dimensions qui sont assez infimes. Et si on transposait donc ce principe-là pour lequel il y a des débats sur les acteurs audiovisuels donc publics, est-ce que cette proposition-là serait duplicable selon vous et économiquement serait une bouffée d'oxygène alors que je n'arrive pas à évaluer significative ou pas? Je ne crois pas que objectivement, la radio publique, c'est pas la publicité. Voilà. Et ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, en fait, de l'argent pour financer des choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas financer. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il n'est pas où est-ce qu'on va chercher l'argent. Le sujet, est-ce qu'il est nécessaire de retransmettre en direct, sur place, sur site, parce que ça aussi, ça coûte cher, parce que les droits d'acquisition des compétitions augmentent, mais les droits techniques pour payer votre poste commentateur, que ce soit pour du vélo, du hand, du ski ou du foot, ils augmentent aussi les droits techniques. Donc, est-ce qu'on doit tout payer pour pouvoir, en réalité quoi, informer les gens? Moi, je ne les divertis pas, les gens, lorsque je leur propose le sport à la radio, en direct et en intégrale. Je les informe. C'est très différent de mes petits camarades de la télévision. Je vais parler d'un sujet un peu différent. On a parlé de l'exposition et la visibilité d'un certain nombre de disciplines sportives, y compris sur le plan radiophonique, ce qui est très intéressant aussi de regarder comment la complémentarité image et son peut être aussi vécue par des auditeurs, par des téléspectateurs. Il se trouve que le gouvernement a lancé une campagne de communication, alors au moment des Jeux paralympiques, on va dire, cet été, sur les bienfaits de l'activité physique et sur le sport. Alors, moi, j'aurais souhaité que ce soit un petit peu plus tôt, que ce soit au moment des Jeux olympiques. Enfin bon, bref, à quelques semaines près. Quand même, on a assisté quand même dans les coupures publicitaires du service public, et pas simplement, à l'affichage des partenaires premium du CIO. Je veux dire, en termes de message de santé publique, c'était parfait. Les grosses voitures, je ne cite pas les marques, ou les marques de soda, je ne cite pas les marques non plus. Bon. Le CSA, qu'on auditionnait il y a quelques jours aussi, a fait une campagne intéressante sur le temps d'écran, sur les dangers, notamment des écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Vous avez tous vu cette campagne-là. Bon. À voir si c'est efficace après au niveau des parents. Alors, il se trouve que dans le COM de Radio France, qu'on a discuté hier avec Sybille Veil, il y a un objectif simple, 5 sur le média exemplaire.
et en particulier sur les temps d'antenne consacrés, par exemple, à la question environnementale, la transition écologique. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le service public radiophonique et Radio France puissent consacrer un certain nombre d'heures d'antenne à aujourd'hui faire la promotion de l'activité physique et contribuer à la lutte contre la sédentarité, en demandant justement à ce que les gens pratiquent, aillent dans les clubs, ou tout simplement qu'il y ait des informations qui soient destinées aujourd'hui à parler de ces questions de santé publique. Alors, je vais laisser la parole à Elsa, qui a une vision beaucoup plus globale de l'intégralité des antennes de Radio France. Juste un truc, c'est que nous, par exemple, et je le dis avec d'autant plus comment dirais-je, de tranquillité que je viens d'arriver au service des sports, donc je ne suis absolument pour rien dans ce traitement qui est formidable. Mais typiquement, quand il y a le Tour de France, il n'y a pas que les étapes du Tour de France. Il y a Radio France met à disposition dans chaque ville-étape, dans le cadre de notre partenariat, on a donc une cabane Radio France pour les préventions sur la sécurité routière, pour la manière de ne pas jeter les déchets sur la route, sur une forme d'éducation réelle que nous accompagnons tout au long du Tour. C'est-à-dire qu'on profite de chaque événement sportif, nous, Radio France, pour décaler l'importance du sport dans un contexte plus global, sociétal. C'est vrai pour l'égalité, c'est vrai pour l'accessibilité, c'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour tout un tas de thématiques sociétales. Maintenant, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, et on le fera quoi qu'il arrive, parce que c'est aussi la mission du service public que de faire ça. Oui, peut-être juste du coup, pour revenir sur la publicité et les messages d'intérêt général que Radio France peut diffuser, dont font partie, à mon avis, tout ce qui relève de la promotion de l'activité sportive. Donc d'abord, la publicité sur Radio France, elle est extrêmement encadrée. Elle est encadrée parce qu'elle ne concerne d'abord que 3 antennes sur les 7 antennes de Radio France. Donc c'est France Inter, France Info, France Bleu. Elle est encadrée en volume. En gros, sur une journée sur France Inter, vous avez autant de pubs que dans une matinale d'une radio privée. Donc en termes de volume, c'est extrêmement restreint. Et enfin, elle est encadrée en termes de chiffre d'affaires, puisque notre contrat d'objectifs et de moyens nous met un plafond qui a 42 millions de recettes publicitaires par an. Et ce plafond est contrôlé par le CSA et n'est pas dépassé par Radio France. Maintenant, pour ce qui concerne effectivement ce que vous disiez, les messages de promotion de l'activité sportive. Ce qu'il faut bien voir, et c'est ce que disait Madame Iannetta, c'est que évidemment sur le sport, c'est essentiellement de l'information. Et ça fait partie, l'information fait évidemment partie des missions de Radio France, c'est même un pilier qui est absolument central. Donc, mais l'information sur Radio France, c'est évidemment les points dans les journaux, tous les carrefours qui sont à tous les carrefours d'audience, mais c'est aussi tous les reportages qu'il y a autour, en fait. Et toutes les émissions qui ne sont pas consacrées au sport, par exemple, mais qui peuvent inviter tel sportif pour venir parler de son activité. C'est aussi, j'ai cet exemple en tête, mais c'est Laetitia Bernard. Oui. Cette journaliste qui est malvoyante, qui avait fait, je crois que c'était il y a 2 ans, le tour en tandem. En fait, elle avait fait les étapes du tour. Ça faisait l'objet, en fait, de reportages qui n'étaient pas de l'information en tant que telle, mais qui, évidemment, amenaient à parler de la pratique sportive par ailleurs, pour tous, voilà, et de la découverte du territoire à travers le vélo en tandem. Donc, évidemment qu'il y a cette mission pour Radio France de promouvoir le sport, l'information sur le sport et tout ce qu'il y a autour de cohésion et de vivre ensemble, on va dire. Non. Et plus que ça, le sport et les sportifs sont aussi de très grands porte-parole de certains messages de société. Vicente Lissarassou, par exemple, a une émission hebdomadaire sur France Bleu dans laquelle il parle beaucoup d'environnement parce que c'est une des causes qu'il défend. Et franchement, quand je vous invite à réécouter l'émission consacrée à l'environnement avec Nicolas Karabatic, tous les deux, bon, on est en période de campagne électorale. J'aimerais entendre vraiment des discours comme ceux que les deux ont tenus pendant 1 heure sur l'antenne de France Bleu il y a 15 jours ou 3 semaines maintenant, sur l'urgence environnementale et comment chacun doit pouvoir s'engager. Vraiment, en termes de modèle, d'exemple citoyen, je pense que c'est 10 fois plus efficace que n'importe quel discours politique. Et ça, c'est aussi le rôle du service public. Et ça, on sait le faire et on peut le faire. En fait, à vous écouter, il y a
on voit une évolution. Hein, enfin, cette mission s'appelle Droit TV. Comme je dis à chaque fois, peut-être déjà le nom est peut-être has-been, puisque Droit TV, avec le développement de l'OTT, etc., c'est peut-être déjà le début de la réponse à la question, du problème, etc. Bon, pour vous, vous l'avez dit au début de l'audition, c'est, j'ai envie de dire, le podcast qui vient un peu sur lequel vous devez... vous avez un autre moyen de communication et surtout d'information. Mais est-ce que c'est pas ça, justement, puisque les fédérations, j'ai envie de dire, et celles qui étaient peu exposées, justement, étaient beaucoup plus enclins, c'est ce qu'on sentait, c'est ce qu'on entendait de leur part, à justement regarder du côté peut-être des OTT, des partenariats, pour véritablement donc avoir un message assez ciblé, mais vers leur communauté et pour animer la communauté. Je veux dire par là, est-ce que, voilà, dans tout ce qu'on a dit, il y a quand même la différence entre commenter en direct un match et parler de sport, voilà, et faire des reportages de sport. Donc, oui, je vous laisse. En fait, il y a 3 dimensions dans le fait de parler de sport dans l'audiovisuel, que ce soit en télé ou en radio. Il y a l'événement, là c'est la retransmission. Il y a l'information, c'est-à-dire aller chercher de l'actualité purement sportive sur que ce soit des transferts, des blessures, du dopage, de la corruption. Tout ça, c'est le métier de journaliste aussi. Et puis, il y a le documentaire. Et le podcast, c'est le documentaire de la radio, en fait. C'est-à-dire que c'est au temps long, ça vous permet d'accompagner des sportifs, d'accompagner parfois des compétitions, d'être embarqué dans une équipe pour pouvoir suivre d'une manière différente ce qu'est le quotidien de grands champions ou bien l'accès à une compétition, etc. Et donc, tout ça, c'est la trilogie qui fait le journalisme. Et le journalisme de sport, il n'est pas différent du journalisme politique, économique, culturel ou environnemental ou social. Il y a un journalisme qui, chacun dans son domaine, décline ses spécificités. La seule différence fondamentale entre le journalisme de sport et les autres, c'est cet événement qui est récurrent, qui est permanent, qui va vite, qui percute, qui peut emballer tout un pays, que sont les compétitions sportives, qui ont un atout inatteignable pour tous les autres événements, même les plus beaux, comme le Festival de Cannes, la Mostra de Venise. La vérité, c'est que les événements qui rassemblent le plus, c'est toujours des événements de sport. Voilà, merci beaucoup pour votre contribution, Madame la directrice. L'antenne. Et on a le souci aussi de pouvoir vous libérer en temps et en heure. On peut Oui, profiter consultation pour faire... citoyenne. Exactement, on peut faire une petite promotion et vous pouvez nous aider dans la radiodiffusion d'une consultation citoyenne. Alors, c'est pas une chaîne, hein, l'Assemblée nationale, hein, donc c'est vraiment l'Assemblée nationale qui est... Participer à faire savoir que votre consultation citoyenne était ouverte et qu'elle se terminait le 24, c'est ça? Oui. Exactement. Alors, il ne faut pas traîner. À minuit. Merci beaucoup.